Développer une marque, je vais pas vous surprendre, j'adore ça. Mais il y a un truc que je trouve difficile à gérer, c'est le fait de ne jamais décrocher. Quand on a une marque, c'est même un peu le prolongement de nous-mêmes. Du coup, la marque ne s'arrête pas le soir, le week-end ou les jours fériés. Ouais, sauf que l'idée, c'est pas de devenir esclave de sa marque. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout l'intention. Alors la solution, c'est Jonathan Noble, un de mes invités sur le podcast du marketing, qui me l'a donné. Il a créé un logiciel qui permet de se déconnecter des réseaux. Cet outil, c'est Swello. C'est un tout en un. Swello vous permet de construire votre calendrier édito, de planifier vos posts sur les réseaux et de les analyser. Et du coup, vous récupérez vos week-ends, vos soirées et vos jours fériés. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20%. Et puis pour être sûr, vous pouvez commencer par l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 119. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous savez où se trouve votre meilleure force de vente ? Est-ce que vous savez qu'il y a des commerciaux hors pair prêts à convaincre vos futurs clients et en plus, gratuitement ? Et qu'ils sont juste là, tout près de vous. J'en suis convaincue, votre meilleure force de vente, ce sont vos clients. Parce que comme vos futurs clients, ils ont peut-être hésité à passer à l'achat, parce qu'ils vous ont quand même choisi et qu'ils ont fait l'expérience de votre service, parce qu'au final, ils sont satisfaits de ce que vous proposez. On part bien sûr du principe que vous faites du bon boulot, ça va de soi, et surtout parce qu'ils n'ont rien à gagner à dire du bien de vous. Ce que disent vos clients de vous a une valeur inestimable pour votre activité. Et c'est eux qui mèneront à vous vos futurs clients, qui feront basculer les hésitants et qui convaincront ceux qui doutent. Une fois qu'on a ça en tête, on comprend facilement l'importance de proposer un service client au top. Mais alors, comment fait-on pour s'assurer d'avoir le meilleur service client possible ? J'ai demandé à Dorian Baker du podcast Entrepreneur Care de venir nous expliquer ce qu'est vraiment le Customer Care, comment ça se passe concrètement au quotidien et quand est-ce qu'on le met en place. En plus d'être la pro du service client, Dorian est aussi une maman épanouie. Vous entendrez d'ailleurs en bruit de fond sa petite fille qui fait savoir qu'elle se réveille de la sieste. Alors pas d'inquiétude, la grand-mère était là pour s'occuper d'elle. C'est ça aussi le luxe d'être à son compte et de pouvoir travailler de chez soi et profiter de ses enfants, juste après. Je vous propose d'accueillir tout de suite Dorian Baker. Bonjour Dorian, bienvenue sur le podcast du marketing. Hello Estelle, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai très très peu parlé sur le podcast du marketing. On va parler de nos clients et on va parler plus précisément du Customer Care, c'est-à-dire de ce qu'on fait de nos clients, comment est-ce qu'on s'occupe d'eux. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, Dorian, pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Dorian Baker. Je suis professionnelle de la relation client depuis 11 ans maintenant, donc une grande partie en entreprise. Et depuis 3 ans, 3 ans et demi, je suis à mon compte entrepreneur sur le web et je propose des outils et des formations aux freelances, aux entrepreneurs du web pour les aider justement à développer leur customer care et à mieux le gérer au quotidien. Et je forme également des customer care managers freelance pour qu'ils puissent prendre le relais et qu'ils puissent prendre soin de la relation client pour d'autres professionnels. Je suis également l'hôte du podcast Entrepreneur Care qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien évidemment qui parle principalement de customer care.
Bon, bah, génial. Donc, tu vas pouvoir nous apprendre plein, plein de choses sur le customer care. Moi, ça m'intéresse énormément parce que c'est vraiment l'un des éléments que j'ai l'impression que parfois, on a tendance à laisser un petit peu de côté parce qu'on pense beaucoup, beaucoup à l'acquisition, à avoir ces fameux clients, à trouver ces fameux clients. Mais c'est pas le tout de trouver ces clients. Il faut aussi que nos clients soient satisfaits puis qu'on sache s'occuper d'eux. Et c'est de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. Avant de comprendre comment faire pour bien s'occuper de nos clients, est-ce que tu peux, parce que je suis pas sûre que ce soit finalement si clair pour tout le monde, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, que le customer care et ce que c'est surtout qu'un bon customer care? Ouais, donc alors, j'ai une vision particulière, hein, du customer care, c'est-à-dire que c'est une vision que j'ai construit, au fil de mes expériences professionnelles, surtout, en tant que salariée. J'ai notamment travaillé dans une entreprise anglaise de cosmétiques pendant plusieurs années, pour laquelle j'étais manager du customer care pour plusieurs pays, le digital et cetera et donc c'est vraiment, auprès des Anglais surtout, que j'ai forgé ma façon de voir le customer care. Aujourd'hui, je le définirais comme une philosophie business qui place en fait au cœur des décisions de toute l'entreprise, le client et surtout l'humain en fait. Et il y a aussi le fait de conscientiser le fait que le customer care, même s'il y a le mot customer dedans, ça ne tient pas compte seulement des clients. Ça tient compte aussi de l'audience et des prospects, donc en fait une majorité de personnes non clientes pour le coup. C'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, je pense que la très grande majorité des gens, quand on leur parle customer care, ils pensent au service après-vente. Moi, la première d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on pense immédiatement service après-vente et en fait, le customer, il est pas que là quand il a acheté. Ce que tu es en train de dire derrière et tu me dis si je comprends bien, c'est que ton customer, ton client, il n'est pas que ton client dans le sens où il a déjà acheté, il est ton client dans tout son cycle de vie et que finalement, avant d'être ton client, il est déjà à considérer tout autant que les gens qui finalement ont acheté ton produit. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, dans cette philosophie du customer care? Exactement, parce qu'en fait, même une personne qui n'est pas cliente, et peut-être qui ne le sera jamais, mais qui fait partie, par exemple, de notre audience, elle est bénéfique tout de même pour l'entreprise. Elle va peut-être recommander à son entourage, elle va peut-être participer à notre visibilité, et cetera. Donc elle est quand même à prendre énormément en considération, surtout, et ça c'est un point que j'aimerais soulever, hem, nous sommes responsables de l'audience que nous avons. Si elle est là, elle n'est pas apparue comme par magie, toute seule, Mmh. voilà, c'est nous qui avons décidé de la construire avec, des actions marketing, la plupart du temps. Donc c'est on en est responsable, tu Ouais vois? C'est et vraiment ma philosophie, on en est ouais. responsable et donc se dire: «OK, je construis une audience, mais derrière, je ne rends pas l'appareil», bah, au bout d'un moment, ça va plus l'intéresser de rester là, ça va plus l'intéresser de nous aider, de nous supporter, dans notre activité. Donc c'est pour ça que le terme de care, de soin, il est hyper important à appliquer, peu importe le statut de la personne dans notre entreprise et il y a certaines personnes qui font partie de notre audience, on a l'impression qu'elles n'investiront jamais, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Il y a des personnes qui ont juste pas besoin, de beaucoup échanger ou, enfin voilà, qui ont des façons de procéder à un achat totalement différentes des unes des autres, hem et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment considérer tout le monde aussi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et j'avoue qu'effectivement, c'est un point, moi, que j'ai tendance à rappeler ou en tout cas à me rappeler souvent, c'est qu'effectivement, l'audience, on le sait, bien sûr que l'audience est plus large que nos clients, hein. Toute notre audience n'est pas vouée à un jour devenir, client. Ça ne veut pas dire, 1 qu'il ne faut pas les considérer parce que d'abord, c'est des personnes et comme tu l'as très bien dit, on est responsable de notre audience, on les a amenés jusqu'à nous, on a fait en sorte par, plein d'actions différentes qu'ils puissent nous écouter, nous lire, peu importe. Mmh. Donc la moindre des choses, c'est quand même de leur fournir un contenu intéressant. Mais outre ça, même d'un point de vue, je dirais acquisition, je trouve que c'est super intéressant de travailler les gens qui ne vont pas ou devenir soit qui ne sont pas devenus nos clients parce que voilà, notre offre ne les a pas intéressés, soit qui ne deviendront jamais nos clients, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vocation à le devenir. En soi, c'est pas grave parce que
cette audience, le fait d'avoir des gens comme ça qui nous écoutent, qui, peut-être interagissent plus ou moins d'ailleurs avec nous, à chaque fois que quelqu'un est dans notre sphère, ça va nous permettre de nous ouvrir, enfin d'ouvrir notre sphère à plus de personnes encore. Donc finalement, ces gens, même s'ils ne sont pas clients, ils jouent un rôle, sans qu'on s'en rende vraiment compte souvent, ils jouent un rôle dans notre acquisition globale, dans notre visibilité, dans notre crédibilité. Donc en soi, ils sont, effectivement tout aussi importants peut-être que nos clients parce que c'est eux qui créent aussi notre business finalement. C'est ça et tu vois, on retrouve un peu la règle des 80-20. En règle générale, dans une audience totale, on a 20 de clients pour 80 de personnes qui ne sont pas encore clients. Donc le customer care, on l'applique en réalité au quotidien dans notre vie d'entrepreneur à plus de personnes qui ne sont pas encore clientes et c'est super important, parce que déjà ça permet, d'optimiser notre stratégie d'acquisition client. Le customer care est là pour optimiser toutes les stratégies marketing qu'on va faire pour attirer de l'audience et attirer des clients par derrière. La façon dont ces personnes vont être accueillies en nous contactant, en nous envoyant un email, en nous envoyant, je sais pas, un message vocal sur LinkedIn, etc. Ça va faire la différence. Et c'est en apprenant à nous connaître aussi, nous, en tant que freelance et entrepreneurs, qui vont décider d'investir avec nous ou pas, si on match avec leurs valeurs, leur personnalité. C'est hyper important aujourd'hui. Beaucoup de consommateurs ont besoin de connaître un petit peu, tu sais, la personne qui se cache derrière une entreprise, bon, quand c'est possible, hein, bien sûr, pour prendre une décision d'achat. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on trouve de tout sur Internet. Tout le monde a des concurrents. Quand on tape, je sais pas moi, graphiste freelance, web designer freelance, etc., on a des centaines, voire des milliers de choix qui s'offrent à nous. Et en général, le customer care, c'est un élément de différenciation qui est pris en priorité par les clients. Mais alors du coup, Doriane, moi ce que j'en comprends de ce que tu me dis, c'est qu'effectivement ce customer care, il va venir, enfin il va être présent sur toutes nos actions marketing et pas justement seulement le SAV. Il va venir en soutien finalement de toutes nos actions parce qu'il va être la figure, de ce qu'on est en train de proposer, en termes de communication, en termes de produits, en termes de toute action marketing. Comme tu le dis si bien, on a besoin de plus en plus de voir la personne qui est derrière. C'est encore plus vrai, typiquement quand on est indépendant ou quand on est une TPE, bien évidemment que de comprendre qui est, eh bien le dirigeant, la dirigeante qui se cache derrière et peut-être la connaître un petit peu ou avoir ce sentiment de la connaître d'ailleurs, ça va être intéressant. Mais enfin évidemment, quand on est, entrepreneur, quand on est de l'autre côté, on se dit: «Bah, c'est bien joli tout ça, mais ça va me prendre un temps de dingue. Comment je vais faire pour, venir soutenir toutes mes actions marketing, communication avec ce customer care?» Et c'est vrai, c'est une vraie préoccupation, je pense, heu, des entrepreneurs en général ou même des responsables marketing, hein, ça l'est aussi, de se dire: «Comment est-ce que on va faire au quotidien pour mettre en place, pour gérer ce customer care?» Est-ce que tu as des astuces ou des outils comme ça à nous proposer? Alors là, je vais me mettre à la place d'un freelance, d'un entrepreneur, d'un solopreneur ou d'une toute petite équipe. Euh, La plupart du temps, si on a ce sentiment que ça nous prend énormément d'énergie ou même énormément de temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation qui a été créée pour la gestion du customer care. C'est-à-dire que quand on est freelance, souvent on va aller checker nos emails vite fait le matin, et puis on va continuer dans l'après-midi, et puis on a encore d'autres emails qu'on n'a pas traités dans la journée, donc le soir à 22 heures devant une série Netflix, on va ouvrir son ordinateur pour répondre à quelques emails. Pareil pour ses DM, on va les ouvrir au fil de la journée. Ce qui donne ce sentiment, en fait, que c'est une tâche extrêmement chronophage, qui nous prend toute la journée, alors qu'en fait, si on batch, en fait, tout simplement cette tâche, donc ça, c'est vraiment un système d'organisation très simple qui peut s'appliquer à n'importe quel pan de notre entreprise. Si on regroupe, je dis un exemple, on se dit, OK, tous les jours, 1 heure par jour, je dédie ce temps-là à gérer mes réponses. De 9 heures à 10 heures, tous les jours avec mon café, mon thé, je ne fais que ça. En règle générale, enfin pour tous mes clients que j'ai accompagnés, quand je leur disais de faire cet exercice, de répondre à tout, et ensuite de ne pas retourner dans leur messagerie de la journée, mais seulement d'y retourner le lendemain à la même heure, ils me disaient: «Ah OK, d'accord, j'avoue, ça m'a pris que 35 minutes, en fait». Tout cumulé, dans un même moment, en règle générale, ça prend moins d'1 heure.
Ouais, ce qui prend du temps finalement, c'est de s'arrêter dans la tâche qu'on est en train de faire pour répondre Exactement. au pop-up du mail. Faut enlever les pop-up typiquement, moi ça fait des années que je les ai plus, mais les petits Une pop-up des notification. emails de notification, c'est Ah oui. l'enfer. Ah moi aussi c'est désactivé. Totalement désactivé, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Mes emails, c'est tous les jours à la même heure. Parfois une deuxième fois dans la journée si, bien évidemment, on a des projets en cours, que j'attends la réponse d'un prestataire, d'un collaborateur, et cetera, bien évidemment. Après ça dépend aussi le délai qu'on veut se fixer, parce que ça fait partie des indicateurs qualité aussi qu'on peut, intégrer à son customer care, enfin qu'on doit même intégrer à son customer care, c'est le délai de réponse. Dans le digital aujourd'hui, on veut que ça aille vite. Tous les consommateurs veulent que ça aille vite et les plateformes et internet ne mettent en place des choses pour que tout aille de plus en plus vite. Je pense notamment à Instagram, par exemple. Donc quelqu'un qui vous écrit attend en général une réponse sous moins de 48 heures, à moins de 3 jours grand maximum. Donc ça, c'est vraiment un délai que je conseille de ne pas dépasser, 3 jours. Au-delà de 3 jours, je considère que c'est que ça commence à être un long délai de réponse. Je ne veux même pas, imaginer, 3 semaines, 2 semaines, voilà, comme ça peut arriver malheureusement. Alors, je dis pas ça pour faire culpabiliser, hein, bien évidemment, je sais pertinemment, j'ai été freelance aussi, j'ai été customer care manager freelance au début, je sais à quel point on a énormément de choses à faire, on a beaucoup de choses à gérer. Donc c'est pas grave si on savait pas jusqu'à maintenant, mais avec ce podcast, maintenant on sait. Et avec cette organisation, vraiment ça va vous changer la vie, de vous fixer un créneau par jour et de créer aussi un moment agréable autour de cette tâche. Même si c'est mon métier, j'ai aussi besoin de créer un moment agréable autour, de la réponse et des emails pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai envie de rendre ce moment agréable pour avoir envie de le faire, au quotidien, et dans un second temps parce que ça nous permet d'être dans le bon état d'esprit. Si, on se place devant notre ordinateur, le matin par exemple, avec notre croissant, notre thé, une musique qu'on aime bien dans les oreilles et boum, on va répondre à nos emails, et ben, on est quasiment sûr déjà de se mettre de bonne humeur et en plus d'envoyer, de la positivité, de la bonne humeur à travers nos emails. Ça, c'est un truc qui est très impalpable, que je peine à expliquer de façon, scientifique, mais notre humeur se ressent dans les emails. Un sourire se sent dans les emails. Hem Et quand on répond le soir tard parce qu'on n'a pas eu la journée, alors qu'en fait on a juste envie de se détendre, inconsciemment on va bâcler les réponses et peut-être que la ponctuation, les emojis qu'on va choisir, les choix inconscients qu'on va faire dans cette communication à ce moment-là, va renvoyer, souvent le client, le prospect ou la personne de l'autre côté a juste l'impression, d'embêter en fait, Ouais, de de déranger. ce qui est le pire. Je te rejoins C'est ça. complètement. Tu sais, moi, je fais l'analogie avec la voix, pour le coup, de podcast. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, pour que ce soit agréable, il suffit de sourire quand on parle dans notre micro, dans notre micro de podcast et que ça s'entend. Alors effectivement, c'est un peu la même chose. Tu dis: «Mais enfin, un sourire, tu sympa», mais c'est pareil au téléphone d'ailleurs. Mais un sourire, c'est sympa, a priori, ça ne s'entend pas un sourire. Bah si, en fait, ça s'entend parce que très probablement et là, c'est pareil, moi, j'ai pas fait d'études, de linguiste ou je ne sais pas, toutes ces choses-là, mais on peut imaginer que, peut-être on ne prononce pas les choses exactement de la même façon quand on sourit, on n'a peut-être pas les zygomatiques au même endroit et moi je ne le sais pas, je ne sais pas le déceler, si je le fais de façon complètement objective, mais en revanche de façon inconsciente, on sait bien toutes ces choses-là et je te rejoins complètement. À l'écrit, je suis sûre que c'est la même chose, on met pas la virgule au même endroit, on n'utilise pas exactement le même mot. Peut-être que c'est une histoire même d'espace entre les lignes, enfin je pense que c'est des micro choses, mais on les comprend très, très bien tous ces signes-là et je suis complètement d'accord avec toi. Si on n'est pas, dans un mood, sympa et ben, forcément notre réponse, même si on essaye toujours d'être, évidemment sympathique avec nos clients, ça se sentira, ce sera moins agréable en tout cas. Donc je te rejoins complètement. Puis en plus, c'est plus agréable aussi pour nous, C'est ça, clairement. exactement. Faut en faire un moment effectivement sympa. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'intégrer en fait cette tâche, le customer care, dans son organisation quotidienne, comme n'importe quelle autre tâche, qu'on a intégrée sans même se poser de questions. Créer du contenu pour les réseaux sociaux, gérer, nos campagnes marketing, travailler notre branding. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a intégrées, automatiquement sans même se poser de questions dans la gestion de son entreprise au quotidien. Mais le customer care, ça, c'est quelque chose en règle générale, effectivement, qu'on n'y pense pas instinctivement et qu'on gère comme ça au compte-gouttes. Et c'est le piège. C'est vraiment le piège.
Ouais, c'est vrai que c'est le piège si jamais effectivement tu commences à répondre à, tous les emails ou j'imagine tu parles d'Instagram, tous les DM Instagram ou tous les commentaires de posts. Tu vas en avoir tout au long de la journée, potentiellement. Si tu t'arrêtes toutes les 5 secondes pour répondre à à ton Instagram ou à tes emails, à la fin de la journée, fondamentalement, tu n'as fait que, entre guillemets, «répondre à ton Instagram», alors que ce que tu nous dis, c'est que si tu t'organises, potentiellement en 1 heure sur ta journée, c'est fait. Ouais, exactement. En règle générale, quand, le nombre de notifications au total ne dépasse pas 100-150 maximum, donc quand je dis notifications au total, c'est, email, DM, commentaires, tout mélangé bien sûr. Nombre de réponses à offrir, donc pareil, pas forcément le nombre de mails qu'on reçoit parce que si on reçoit 50 spams ou 50 pubs, à lesquels on n'a pas besoin de répondre. En règle générale, en 1 heure, ça peut être réglé, selon, bien évidemment, les interactions. Je dis 1 heure parce que, par exemple, sur Instagram, souvent, parfois, on va nous envoyer juste des emojis. Bah, peut-être que si on nous envoie juste un emoji, on va répondre par un emoji. Donc ça va nous prendre littéralement 2 secondes, à répondre. Donc voilà, encore une fois, à tempérer, hein. Si, vous avez, 30 messages par jour, mais que ces 30 messages, ce sont que des pavés, de 30 lignes, là, effectivement, ces 30 messages vont déjà vous combler 1 heure. Donc, à voir aussi, en général, si ça dépasse 1 heure par jour, si pendant cette heure-là, on est 100% concentré, qu'on ne fait vraiment que ça, que de répondre, si ça dépasse et qu'on voit qu'on n'a même pas réglé 20% de tout ce qu'on reçoit pendant cette heure-là, alors là, c'est qu'on a besoin d'aide. Et c'est qu'on a besoin de déléguer cette partie-là, par contre. Oui, parce que c'est un fait, tu peux avoir et selon ton business, j'imagine que c'est pas du tout, la même chose. Tu peux tout simplement avoir, besoin dans ton activité d'un customer care très présent parce que, eh bien, tes clients interagissent beaucoup avec toi ou ont besoin de plus d'informations. Est-ce que dans ces cas-là, Dorian, toi, tu proposes peut-être aux gens, est-ce que c'est une bonne idée d'aller essayer de mettre en place des process? Je suis en train de penser notamment aux réponses automatiques. Alors peut-être aux bots, tu sais, aux réponses qu'on peut avoir de façon automatique, mais pas que. Est-ce que toi, derrière ton ordinateur, enfin je dis toi, hein, mais la personne qui est derrière, son ordinateur qui va répondre, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des réponses préécrites ou est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose à faire? Si, c'est une excellente technique et c'est un outil d'ailleurs que je recommande et que j'ai créé même aussi pour mes clients. C'est de créer en fait une bibliothèque de réponses type. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de questions qui sont toujours les mêmes, qui reviennent vers nous chaque jour. Ça peut être que, quand est-ce que tu as une prochaine disponibilité pour tel projet? Quels sont tes tarifs? Enfin voilà, on a des questions que tout le monde nous pose régulièrement et il faut avoir des templates, déjà prêts, déjà rédigés, de la meilleure des façons en plus parce qu'on les travaille en amont et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en utilisant des templates, c'est que sur le moment, au moment où on répond à cette personne, on a à se concentrer uniquement sur la personnalisation du message. On n'a pas à repenser, au fond de la réponse, au corps de la réponse parce qu'en fait, bah, voilà, nos tarifs, ils sont ce qu'ils sont et ils sont notés, voilà, on a déjà mis ça dans le template. Par contre, on peut se concentrer sur, personnaliser au max la réponse, donc rebondir, sur déjà mettre son prénom, répondre bonjour, prénom ou madame, monsieur selon notre, heu, notre identité d'entreprise. Hem Et rebondir, par exemple, si c'est une personne qui vous dit: «OK, je suis entrepreneur, je viens de me lancer, j'aimerais, créer un site web», et bah, peut-être prendre le temps de la féliciter. Bah, «Félicitations à toi de t'être lancée, je suis heureuse que tu me contactes, heureux ou heureuse que tu me contactes pour, bah, que je puisse t'accompagner dans ton projet», voilà, simplement personnaliser, rebondir sur des éléments personnels que la personne nous indique dans son email. C'est ce que nous permet de faire justement des templates de réponses qui vont être déjà rédigés. En termes d'automatisation, moi, il y en a une que je recommande absolument, c'est d'avoir un accusé de réception d'email, automatique. Donc, dès que quelqu'un vous écrit, qui réceptionne en fait un accusé de réception. Donc l'objet, ça peut être: «Merci beaucoup, j'ai bien reçu ton message», et dans le corps du message, remercier de nouveau pour le message et indiquer un délai de réponse. Par exemple, dire bonjour, voilà. En général, on peut pas personnaliser, avec des boîtes de messagerie classiques comme Gmail ou Spark, on n'a pas la possibilité de personnaliser, mais en vrai, c'est pas très, très grave à ce moment-là.
donc de dire bonjour, de remercier pour le message. Je te réponds sous 24 à 48 heures du lundi au vendredi. En attendant, tu peux, et là on peut mettre peut-être par exemple des liens vers des ressources qu'on propose, vers des contenus, des épisodes de podcast, ou une FAQ aussi, si jamais on a une foire aux questions sur son site déjà prête, en disant en attendant ma réponse, au cas où si jamais ta question est très pressée, n'hésite pas à jeter un œil sur ma foire aux questions, peut-être que tu y trouveras un premier élément de réponse, belle journée. Donc juste un accusé de réception. Déjà, ça permet à la personne de savoir que son email a bien été reçu, ça lui donne un délai de réponse. Donc imaginons, vous êtes en vacances, vous n'avez pas d'accusé de réception, ou vous n'avez pas mis à jour vos délais de réponse, la personne risque de vous relancer au bout de 3 jours en se disant « Ok, peut-être qu'elle n'a pas reçu mon message, je vais lui en renvoyer un ». Alors que si vous indiquez un délai de réponse, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, même 5 jours si jamais voilà, vous êtes dans un rush en ce moment ou quoi, c'est possible, la personne se dit « Ok, elle a reçu mon message, j'ai pas à m'inquiéter avant une semaine, et si jamais dans une semaine j'ai pas de réponse, là je relancerai ». Donc ça permet d'éviter aussi les relances et donc au final du travail qui se rajoute au final dans notre customer care. Ouais, effectivement, c'est-à-dire, en fait, c'est pas tant le délai de réponse là qui est important que le fait de prévenir du délai de réponse parce que c'est plus facile, d'attendre si tu sais combien de temps tu vas attendre. Tu as pas l'angoisse de te dire enfin «l'angoisse», je mets entre guillemets, mais c'est vraiment le sentiment qui peut être généré de te dire: «Est-ce que cette personne a reçu mon message? Quand est-ce qu'elle va me répondre? Quand est-ce que je vais pouvoir agir?» et cetera. Là, au moins, on sait que ça va être sous 48 heures ou enfin peu importe le délai. Effectivement, ça rassure en soi. J'aime beaucoup aussi ton idée de profiter de ce moment-là pour proposer des ressources, et de dire: «Bah, voilà, je vais pas pouvoir te répondre, peut-être que je te répondrai que dans 48 heures, mais d'ici à ce moment-là où je te répondrai, tu peux déjà avoir, un début d'information et un début de réponse, autrement». Ça, je trouve que c'est super intéressant parce que, même si tu n'es pas partout, parce que tu peux pas évidemment être partout, finalement tu utilises tes ressources pour pouvoir déjà aider la personne et donc faire un 1 pas vers elle. En ça, je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que tu utilises quand je t'écoute, ça me fait penser à un outil que moi j'utilise, que je trouve, tout bête, mais absolument, génial et effectivement, moi je l'utilise pas, particulièrement pour le customer care, mais je suis en train de me dire que ce serait, probablement une bonne idée. Tu vas me dire si tu utilises ça? Alors j'imagine qu'il y a plein de logiciels pour faire ça. Moi, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Atext, donc A-T-E-X-T, je mettrai le lien éventuellement. C'est un petit logiciel où tu vas, dans lequel tu vas rentrer, des messages types que tu utilises, alors soit pour du customer care, mais ça peut être pour plein de choses. Moi, typiquement, je l'ai pour, mes invitations sur LinkedIn. Enfin, tu vois, des blocs de texte que tu utilises régulièrement et tu crées un petit, raccourci. Donc tu choisis, le mot, en l'occurrence, moi, par exemple, si c'est une invitation, je mets toujours «à invite», ce qui me permet de a priori, je ne tape jamais «à invite» parce que ça veut rien dire quand je tape un texte. Mais si je tape «à invite», tout attaché, ça va me mettre automatiquement ce bloc de texte avec potentiellement, si j'ai, à insérer un prénom, je vais juste avoir, le prénom à rentrer ou des choses comme ça qui sont prévues. Est-ce que c'est des choses que tu conseilles effectivement d'avoir des petits logiciels comme ça malins qui te permettent d'aller un petit peu plus vite sur l'intégration des textes? Ah oui, ouais, ouais et toi, c'est une extension, Google Chrome, par exemple, que C'est tu as? ouais, de mémoire, c'est une extension Google Chrome, Ah, c'est exactement. génial. Ouais Ça, c'est et vraiment texte. génial. Mmh. Alors, il faut savoir que, si on peut s'aider d'outils comme ça, écoute, je le découvre, en plus, je ne connaissais pas, donc c'est top. Moi, je sais que j'utilise les fonctionnalités des messageries dédiées à en tout cas pour la boîte mail, dédiées à ça. Donc tu peux enregistrer, par exemple, dans ton Gmail, dans ton Spark, dans ton Superhuman, des modèles de réponse et pareil avec ce système de recherche, mais effectivement, ça s'intègre que dans les emails. L'avantage de ton outil, c'est que comme c'est sur ton navigateur, tu peux rechercher des réponses types, que tu sois dans tes emails, sur ton Instagram, sur ton ordinateur, ton Facebook ou ton LinkedIn comme tu le fais. Et si jamais on est sur son téléphone, et qu'on traite aussi son customer care depuis son téléphone, c'est possible surtout pour les réseaux, on a la possibilité de créer ces raccourcis dans les paramètres directement de notre téléphone. Enfin, moi, je sais que j'ai un iPhone et on a une catégorie qui s'appelle réponses, enfin voilà, des réponses. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais ce qui fait que quand on va aller répondre ensuite dans nos DM, etc., avec les raccourcis clavier, on pourra
attraper en fait ces templates-là. Sinon, les réseaux proposent aussi la plupart du temps des fonctionnalités comme ça. Instagram a une fonctionnalité qui s'appelle réponse rapide, dans lesquelles, ou réponse enregistrée, ils changent de nom régulièrement, mais bon, c'est la même chose. On peut aller enregistrer des réponses déjà toutes faites, et on aura juste à cliquer dessus en 2 clics en fait en DM Instagram. Ensuite, elles apparaissent et on peut les personnaliser avant de les envoyer. Ouais, ça c'est génial parce qu'effectivement, c'est des tout petits trucs, mais qui font gagner vachement de temps parce que, c'est vrai dans le customer care, mais c'est vrai aussi, d'ailleurs dans la relation, souvent avec, nos fournisseurs par exemple ou nos partenaires. Bien souvent quand même, il y a pas tout, mais il y a des blocs de texte qui reviennent tout le temps donc si on peut gagner, parfois ça c'est faire gagner, 15 secondes, mais 15 secondes plus 15 secondes plus 15 secondes à la fin de la semaine et à la fin de l'année, ça te fait quand même gagner un temps non négligeable donc puis surtout c'est un temps qui sert à rien si c'est pour réécrire la même chose, autant l'écrire bien une fois et puis l'utiliser à chaque fois. Génial. Bon, bah, là, on a parlé quand même pas mal effectivement de notre audience, de nos clients, mais est-ce qu'il y a, des choses qui sont particulières à l'expérience client avant l'achat et après l'achat? Ouais, alors l'expérience client, c'est une partie du customer care, en fait, c'est un pan du customer care, moi qui me passionne beaucoup parce qu'on peut faire énormément de choses et c'est, pour moi, la catégorie du customer care dans laquelle on peut vraiment faire preuve de créativité, et je trouve ça génial. Donc l'expérience client se découpe effectivement en 3 grossières parties, on va dire. On a la partie, parcours client ou parcours visiteur, on peut l'appeler comme on veut, où la personne n'est pas encore client, donc c'est le parcours du point A, donc le point au moment où elle va découvrir notre activité, notre marque, ou qu'elle va tomber sur l'un de nos contenus, jusqu'au point Z de l'achat, on va dire, parce que c'est un petit peu le but. Donc, quel est le chemin par lequel on veut faire passer ces personnes-là? Il y a des personnes qui vont dire: «Bah, je veux pas de chemin, je veux juste qu'elles viennent acheter», mais en fait non. Il y a certaines, professions qui vont avoir besoin, par exemple, que la personne aille, remplir un quiz, par exemple, aille, consommer quelques contenus pour être sûre d'être prête pour, le service qui va suivre. Je donne un exemple avec le parcours client que j'avais créé pour le campus Customer Care, qui est mon programme pour former justement des professionnels du Customer Care. En fait, le parcours client, c'était justement un quiz. Il y avait quelques contenus qui parlaient de ce métier, donc elle rentrait souvent par là. L'appel à l'action, c'était de réaliser le quiz. En fait, le quiz, c'était un test, comme un concours d'entrée, pour savoir qui était fait pour faire ce métier ou pas. Et seulement les personnes qui avaient une réponse positive pouvaient accéder à l'étape suivante. Moi, ça me permettait déjà de sécuriser un petit peu, de m'assurer que les personnes qui, allaient pouvoir s'inscrire avaient une appétence, un amour déjà comme ça un petit peu de ce métier, qui avait le potentiel de s'épanouir dans ce métier et d'éliminer en fait les personnes qui ne représentaient pas mon client idéal pour ce produit. Ouais, moi j'appelle ça le marketing inversé. C'est marrant que tu en parles parce que j'en ai parlé dans un épisode, du podcast du marketing il y a pas longtemps. Je trouve que c'est une technique quand elle est bien utilisée qui est super intéressante parce que ça apporte plein de choses d'un point de vue inconscient aussi. Ça donne, là quand tu parles de ce fameux quiz, ça donne aussi une notion d'exclusivité. C'est-à-dire que tu as mis de côté les personnes qui seront pas des bons clients. D'abord pour elles, c'est pas intéressant parce qu'elles seront pas au bon endroit, donc elles auront pas une bonne expérience et puis pour toi, bah, ça t'évite effectivement des clients, déçus. Mais en plus de ça, ça valorise les clients qui ont eu le oui parce que tu as un sentiment d'exclusivité. Je suis du bon côté, un petit peu de la barrière. Moi, j'ai le droit de faire partie du programme. Donc c'est super intéressant comme façon de travailler, je trouve. Donc ça a vraiment été un exemple parce que ça dépend aussi de son objectif, hein, quand on veut vendre son produit ou service. Et on a peut-être parfois des services aussi qui vont s'adresser à un panel de personnes tellement large, qu'à un moment donné, on se dit: «OK, je sais qu'il y a un type de personne avec qui je veux travailler, un type de personne avec qui les collaborations ne sont pas épanouissantes pour moi». Donc c'est important de travailler son parcours comme ça et pour terminer l'exemple, après, ce quiz et cette réponse oui, il y avait des séquences email qui s'envoyaient, en fait, uniquement à ces personnes. Donc les emails de vente, au final, ne s'envoyaient qu'à ces personnes, ce qui me permettait de ne pas, spoiler toute mon audience inscrite à ma mailing list, donc ça m'a permis de segmenter et donc en fait de personnaliser le parcours visiteur.
Donc avant même de personnaliser l'expérience client, j'ai personnalisé, le parcours visiteur et l'audience. Donc ça, c'est aussi hyper important dans le parcours client, donc avant l'achat, de segmenter quand on a une liste email, de vraiment bien segmenter, selon par exemple les points d'entrée dans les listes email. Est-ce que la personne elle s'est inscrite sur un lien que vous avez placé sous un épisode de podcast qui parlait voilà par exemple de marketing, ou est-ce qu'elle est rentrée dans votre liste email avec un freebie particulier? Et donc par exemple là il faut taguer ces personnes, parce que dans votre audience vous allez peut-être avoir des personnes qui vont aimer telle partie de votre business ou intéressées par tel produit, tel service, mais pas par les autres. Ce qui va vous permettre de cibler aussi vos communications, et d'envoyer ce sentiment vraiment de personnalisation, et comme tu disais, ce côté privilégié, en fait, ok, on s'adresse à moi directement, qui est super important pour commencer, voilà, le côté expérience. Et c'est super important que l'audience et les prospects commencent à vivre cette expérience avant d'être clients, parce qu'en fait, ils ont déjà l'impression de l'être un petit peu. Et donc c'est beaucoup plus facile pour eux, ensuite de passer à l'action. Si vos produits leur correspondent, ils vont pas hésiter une seule seconde, en fait. Ouais, ils ont l'impression de déjà faire partie de la famille, de faire partie du projet et d'être C'est déjà ça. engagés dedans finalement. Et qu'on prend déjà soin d'eux. Donc en fait, quand un être humain, là on va parler tout bête en tant qu'être humain, a ce sentiment de considération avant même d'avoir acheté, il se dit: «OK, si on me respecte autant alors que j'ai encore rien donné entre guillemets à cet entrepreneur, j'ai le sentiment qu'après on va continuer à bien prendre soin de moi». Et je me permets de te poser une question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se la poser. Du coup, là, toi, ton système, ce que tu nous expliques, c'est que on a intérêt à segmenter notre audience pour bien proposer les bons messages à la bonne personne, et notamment l'offre de vente, finalement, tu vas pas la proposer à ton audience entière, mais que à l'audience que tu estimes être prête à l'entendre, donc l'audience qui a, j'imagine, la plus grande probabilité de convertir. Donc ça, je comprends très bien l'intérêt d'avoir une conversion plus importante, d'avoir un sentiment de personnalisation, et cetera. Mais est-ce que le risque, c'est pas du coup de se dire qu'on laisse de côté une partie de l'audience parce que nous, on considère qu'elle ne serait pas intéressée par notre offre et que peut-être on se trompe? Est-ce que c'est un sujet qui est déjà venu dans tes réflexions, les réflexions de tes clients? Comment est-ce que tu fais pour mettre cette limite de bah, moi, je vais décider de proposer l'offre à cette partie de mon audience, mais pas à cette autre partie? Alors la façon dont il faut procéder, et tu fais bien de souligner cette question, faut être prudent dans le sens où si on n'a qu'une seule offre, par exemple, notre audience, potentiellement le sait et nous suit pour cette offre-là. Là, quand je parle de segmentation, je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui a plusieurs offres, peut-être qu'il s'adresse à plusieurs cibles différentes. Par exemple, un web designer freelance qui va avoir une offre pour les personnes qui débutent et ça va être juste un accompagnement, un consulting. Une offre où c'est lui qui va gérer toute la création du site web et donc le budget est peut-être de 3 000 € plus élevé. Voilà, quand on a vraiment des offres très différentes qui vont s'adresser à un type de client différent, là oui, je pense que c'est indispensable de segmenter, et d'essayer de proposer le bon produit à la bonne personne qui en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on risque de créer des sentiments, déjà du flou. La personne ne va pas savoir quoi choisir parce qu'elle a peut-être pas toutes les armes aussi pour faire ce choix. Et aussi, voilà, de donner ce sentiment de OK, on me propose un produit qui est pas du tout adapté à mes besoins, je comprends pas. Ça, c'est important. Mais quand on n'a qu'une seule offre, on peut segmenter uniquement, pas forcément sur la proposition de vente, mais sur la façon de communiquer. Si on a 2, alors c'est peut-être quelque chose que tu conseilles aussi, dans ton podcast, mais je sais que les freebies, les ressources gratuites contre adresse email, ça se fait beaucoup pour, construire une adresse email. Peut-être qu'on aura 2 types, de ressources gratuites différentes, on va peut-être segmenter juste notre communication pour personnaliser, pas forcément pour vendre, mais par exemple, si tous les lundis on envoie une newsletter et que notre liste email est scindée en deux, il y a les personnes qui ont souscrit à ma liste email avec la ressource gratuite sur, je sais pas moi, la botanique des orchidées, et l'autre sur Les les plantes vertes? jardins en apiculture, ou Ouais. voilà. Et ben, dans notre newsletter du lundi, on va créer un modèle type. On veut envoyer le message, bien évidemment, mais ensuite on va personnaliser en fonction des intérêts qu'ont montré ces personnes-là. Donc c'est pas forcément segmenté
pour proposer un produit tout de suite, mais en tout cas segmenter pour notre communication générale et pour commencer à personnaliser l'expérience. Ouais, pour montrer qu'on vous comprend en fait, C'est pour que la ça. personne ait le sentiment d'être effectivement pas juste un numéro, mais voilà, qu'elle se sente, entendue et qu'on parle son vocabulaire, sa langue. OK, super, super intéressant. Top. Est-ce que l'expérience client du coup, ça s'arrête à la segmentation ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, dans ce derrière ce terme expérience client? Non, l'expérience client, ça démarre donc comme on l'a vu là avec l'audience avant l'achat, mais ça court bien évidemment ensuite après l'achat. Donc là, on appelle vraiment expérience client. Pour moi, c'est le point de départ, c'est au moment où la personne paye, clique sur payer. Voilà, ou qu'elle a envoyé le virement pour la mission, et cetera. Là démarre vraiment l'expérience client. Et en fait, ça démarre avec 3 sous-phases, en fait, même 4 parfois. Donc on a l'onboarding, donc l'accueil. Et c'est pas seulement l'accueil, l'onboarding, c'est aussi l'accompagnement à la bonne utilisation ou la bonne compréhension du produit et du service. Donc de tout mettre en place pour que notre client voilà, ait toutes les informations et toutes les ressources à sa disposition pour utiliser notre produit ou consommer le service qu'on va lui proposer. Ensuite, on a la phase de suivi, en règle générale plus ou moins longue selon notre activité, où on va surtout rassurer le client, le tenir informé de l'avancée du projet, avant même que lui se demande où ça en est. Ça, c'est super important d'anticiper un petit peu et de pas attendre le fameux «bon, ça en est où?» Ça, c'est en règle générale, quand le client se pose cette question, c'est qu'il n'est pas rassuré et c'est pas forcément bon signe. Ensuite, on peut avoir la phase aussi que j'appelle un peu de célébration, donc de rendu de projet. Encore une fois, selon ce qu'on vend, bien évidemment, mais si on prend l'exemple d'un freelance graphiste, web designer, eh ben, on a cette phase tant attendue par le client. C'est pour ça qu'il a investi au départ, c'est voir son site web terminé, c'est voir sa charte graphique. Et donc, on a un petit peu ce moment de fête, de célébration où ça y est, enfin, c'est terminé et on découvre enfin le projet, c'est un moment hyper important. Ensuite, on va voir l'outboarding. Donc là, c'est au contraire l'accompagnement à la fin de l'utilisation d'un produit ou la fin d'une mission. Si je reprends mon exemple de graphiste, ça va être peut-être d'envoyer un livret avec des indications pour bien utiliser la charte graphique au quotidien dans son activité, lui laisser des contacts au cas où il a une question, voilà, vraiment faire en sorte qu'il ait toutes les ressources en main pour vous quitter, en fait, tout simplement, et pour ne plus avoir besoin de vous après la mission. Sauf si on a un produit ensuite pour la reconversion. Là, on va passer dans la dernière phase de l'expérience client, qui est une phase que j'aime appeler un petit peu infinie, c'est la fidélisation. En fait, c'est là où on va avoir 2 objectifs en règle générale, donc soit la reconversion, donc est-ce qu'on a d'autres produits pour continuer à accompagner les clients, ou un objectif de recommandation. Est-ce qu'on veut que ces clients parlent de nos services, parlent de nous autour d'eux pour éventuellement nous amener de nouveaux clients? Bien sûr et j'ai tendance à dire souvent que notre meilleure force de vente, ce sont nos clients parce que, bien évidemment, que si l'un de nos clients qui a donc fait l'expérience de passer à l'achat avec nous, puisque c'est une véritable expérience et ensuite, eh bien, de vivre le fait de travailler avec nous, quel que soit, Mmh. notre service ou notre produit, sa parole à lui ou à elle a un énorme poids parce que, bah, il est complètement objectif et il a aucune raison de de survendre donc bien évidemment, si un client vous témoigne de voilà, d'avoir bien travaillé et d'avoir, aimé votre produit ou votre service, ça va avoir, une force très, très intéressante, très importante pour Ouais. les futurs clients et notamment ceux qui hésitent, qui sont parfois assez nombreux et qui sont pas faciles à faire passer du côté achat et la force de vente des anciens clients, c'est vraiment très utile pour ça, donc extrêmement intéressant. Ouais, je suis d'accord. Parfait, bah, écoute Dorian, merci beaucoup de tous ces conseils. On pourrait, parler, je crois, encore 2 heures de customer care, mais je pense qu'effectivement, là, tu nous as donné un panorama assez complet du customer care dans sa globalité et effectivement, on a souvent tendance à penser customer care, service après-vente. Bien sûr que le service après-vente, en fait partie, mais c'est bien plus large que ça. Je vais essayer de résumer en 1 minute ce que tu nous as dit, mais déjà, dans ta définition du customer care, tu parles un petit peu de mindset et du fait de regarder, le customer non pas comme le seul client, mais finalement dans toute son entité globale et tout son chemin de vie, de client, à savoir, de client ou de non client d'ailleurs, à savoir ton audience, fait partie,
de ton customer care, tu dois, pouvoir eh bien, tu as une responsabilité, tu utilisais ce mot de responsabilité, j'aime beaucoup. Tu as une responsabilité envers ton audience parce que bien, c'est toi qui l'as fait venir jusqu'ici. Donc, tu as cette responsabilité de t'en occuper correctement et puis en plus de ça, ça va être bénéfique, pour ton business, pour ton activité donc autant le faire. Tu nous as parlé aussi de gestion, du customer care au quotidien parce qu'on le sait, ça peut vite, devenir, vraiment extrêmement, coûteux ou nous prendre énormément de temps, sur notre emploi du temps. Lorsqu'on est indépendant, bien souvent, ben, on n'a pas une grosse équipe et on n'a pas un agenda, extensible, à volonté. C'est le cas aussi quand on a une équipe d'ailleurs. Ce que tu nous dis, c'est Je que c'est confirme. beaucoup ouais, c'est beaucoup une histoire d'organisation et toi, ce que tu proposes tout simplement, c'est de se mettre un moment, de choisir un moment qui est dédié au customer care dans la journée, et puis de faire en sorte que ce moment soit agréable. Tu proposais une tasse de thé et un croissant, j'aime beaucoup cette idée, Ah oui. de pour être de bonne humeur et tu dis: «Ça se ressent, le fait qu'on soit de bonne humeur, ça va se ressentir même à l'écrit» et puis tu nous parlais aussi, d'expérience client au sens, global et ce que tu nous disais, c'est que bien sûr, il faut prendre en compte tout le chemin, du client. On peut appeler ça le funnel, on peut appeler ça le tunnel, on peut appeler ça de plein de façons différentes et on n'est pas que dans la vente d'ailleurs, mais vraiment, toutes les étapes par lesquelles, vont passer, nos clients. Il va falloir, faire en sorte de pouvoir les accueillir à tous ces moments-là jusqu'au moment de l'achat et jusqu'à derrière, au moment du post-achat, de l'accompagnement après, que la personne a décidé de travailler avec nous pour que, eh bien, son expérience, soit la plus, agréable, possible et in fine, eh bien, que cette personne soit, continue à travailler avec nous, qu'on la fidélise, soit qu'elle aille vers un témoignage et que, eh bien, elle puisse nous aider finalement, à vendre, notre offre ou à proposer notre offre, à d'autres personnes. Est-ce que j'ai essayé de résumer de façon très rapide, hein, mais est-ce que, ça englobe à peu près, ce que tu souhaitais nous dire aujourd'hui? Ouais, ça englobe parfaitement et je vais juste préciser quelque chose parce que c'est important. Je sais que souvent le customer care, quand on se rend compte en plus que, bah, par exemple en tant que professionnel, on ne s'en occupe pas forcément bien, souvent on a tendance à culpabiliser et j'aimerais, dire que non, il ne faut pas. Encore une fois, même moi en tant qu'entrepreneur, je découvre des choses tous les jours sur des bonnes pratiques, marketing, communication, gestion d'entreprise et cetera et c'est normal d'apprendre tous les jours quand on est freelance entrepreneur et le customer care n'y échappe pas. Moi-même, si je suis professionnelle du customer care depuis 11 ans, le digital évolue tellement vite que je continue d'apprendre chaque semaine, chaque mois quand je fais de la veille, etc., selon les nouveaux outils qui sortent. Donc vraiment, faut pas culpabiliser par rapport à ça. À partir du moment où on en a conscience, on peut prendre les bonnes décisions. Et dernière chose, si on est vraiment débordé par son customer care, déjà, faut savoir que c'est bon signe. Ça veut dire que votre activité plaît, votre entreprise plaît, et c'est vraiment un signe, de bonne évolution de votre entreprise, si vous êtes de plus en plus sollicité, de plus en plus contacté. Hem Et si cette tâche commence à vous prendre beaucoup trop de temps, si elle commence à vous prendre plus d'une heure ou 2 heures par jour selon le temps que vous avez à investir dedans, vraiment ne pas hésiter à investir dans des ressources humaines, dans une personne dont c'est le métier, qui va prendre le relais, en totalité ou partiellement, sur la gestion de votre customer care et c'est un énorme soulagement pour un entrepreneur. Je sais que l'année dernière, j'ai formé 13 customer care managers, cette année j'en forme 39 et toutes celles qui ont déjà trouvé, enfin il y en a beaucoup déjà qui ont trouvé des clients en plus de ça, parce que c'est un énorme besoin et il faut pas se dire que ce n'est pas parce que c'est pas vous qui répondez que c'est mal. Pas du tout. Le principal, c'est que votre audience, vos prospects, vos clients aient les bonnes informations au bon moment, qu'ils soient, chouchoutés, hein, comme on dit et il y a aucun souci si c'est pas vous, du moment que c'est transparent et que la personne signe par exemple, je sais pas, Gertrude, customer care manager pour, telle entreprise et ben, il y a aucun souci. C'est Ouais. une option pour vous aussi. Je suis complètement d'accord. Les gens l'entendent et le comprennent très bien. Et puis, comme tu dis, effectivement, le moment où on se sent débordé, il y a des éléments d'organisation, bien sûr, peut-être à mettre en place d'abord. Mais si on se sent débordé, d'abord, effectivement, c'est bon signe, c'est que les gens veulent interagir avec nous et c'est quand même ça le principal. Et puis, c'est peut-être effectivement le signe de, bah, c'est le moment de déléguer, d'agrandir l'équipe et de passer la main à quelqu'un. Et comme tu le dis, il y a des gens dont c'est le métier et c'est un véritable métier que de prendre soin de son audience et de ses clients donc effectivement, il ne faut pas hésiter.
À ce sujet justement, si, dans les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur le customer care, où est-ce qu'elles peuvent te trouver, te suivre, en savoir plus? Dis-moi. Alors il y a mon site, donc dorianbaker.com, qui va très probablement changer, et va se transformer en bakerbloom.com, donc le nom de mon entreprise, mais dans tous les cas, il y aura une redirection, donc il y aura pas de souci là-dessus. Mais je vous préviens, si vous tombez sur un site qui a un autre nom, ce sera bien le mien. Sur mon podcast Entrepreneur Care, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Sur Instagram, @Dorian_Baker, où je suis le plus active, mais il y a aussi LinkedIn, sur lequel je commence à m'amuser pas mal, donc pareil, Dorian Baker. Super, bon je mettrai tous les liens évidemment, dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à faire appel à Doriane si le sujet du customer care, eh bien, vous intéresse. Merci infiniment Doriane d'avoir partagé, toutes ces infos avec nous, aujourd'hui. Merci à toi Estelle, c'était un véritable plaisir, de m'exprimer de nouveau là-dessus. Effectivement, on a du mal à m'arrêter quand je parle de customer care parce que c'est ma passion. Donc merci beaucoup pour, ton invitation. Merci Doriane, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci infiniment Doriane pour tous tes précieux conseils. Je suis sûre que beaucoup, en t'écoutant, se sont dit: «Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas déjà mis en place dans mon entreprise?» Eh bien, il n'y a plus qu'à. C'est tellement important de chouchouter ses clients et son audience. Encore une fois, c'est votre meilleure force de vente, donc il devrait toujours être notre priorité. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et transférez l'épisode à une personne de votre entourage qui ambitionne de chouchouter ses clients. Je vous dis à très vite.